Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. 9h33 et je suis accompagné de Georges Goma qui nous présente la chronique Afrique noire exceptionnellement à 9h30 ce matin. Bonjour Georges. Bonjour Dominique. Puisque l'émission, bien entendu, est diffusée de 8h à 10h pendant le temps des fêtes. Et ce matin, tu nous parles d'une actualité, une nouvelle qui est sortie dans les dernières heures. Tu nous as parlé ici à l'émission beaucoup de la situation au Congo-Brazzaville avec notamment ce président Denis Sassou Nguesso qui s'accroche au pouvoir et qui a été réélu en mars, mais c'est une élection qui est très contestée. Et voilà qu'on apprend qu'il est reçu aujourd'hui par le président élu des États-Unis, Donald Trump. C'est l'étonnement. C'est le grand étonnement depuis avant-hier d'ailleurs que nous avons été informés de la possibilité que Donald Trump puisse recevoir le dictateur effronté du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Et puis nous sommes dans cette actualité-là. Nous sommes dans cette actualité parce que finalement, quand on regarde un peu la chose, on a du mal à comprendre. Ça envoie un drôle de signal. C'est comme si on cautionnait, si on reconnaissait le gouvernement de Sassou Nguesso. Oui, mais c'est ça. La grande question, c'est... On a beaucoup parlé de la communauté internationale, avec les valeurs qu'on est censé défendre, avec les valeurs démocratiques qu'on demande à tous les pays d'aller vers la démocratie. Et quand on voit la situation du Congo qui, clairement, est une situation antidémocratique et même insultante parce que ce qui s'est fait au Congo-Brazzaville, au su et au vu de tout le monde, c'est incroyable. Mais venons rapidement parce que nous avons autre chose à parler sur notre chronique. Donald Trump qui reçoit Denis Sassou Nguesso, sans oublier le fait aussi que Denis Sassou Nguesso avait des entrées au palais de Clinton durant l'élection. On a des données selon lesquelles Denis Sassou Nguesso a financé, n'est-ce pas, la fondation Clinton. On voit les photos du fils de Sassou Nguesso avec Clinton. Oui, Sassou Nguesso qui sait s'allier aux bonnes personnes. Et par exemple, en l'occurrence ici, il accède à Donald Trump parce que il a la Russie comme allié. Il a la Russie aussi comme allié. La Russie, Vladimir Poutine a tout aussi d'un dictateur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, la circularité démocratique en Russie qu'on peut dire que vraiment c'est un État démocratique. On voit bien le jeu qu'on a joué là. Mais Sassou s'accroche aux personnes comme ça. Parce qu'il y a le pétrole au Congo-Brazzaville. On a dit aux auditeurs ici que le Congo-Brazzaville, c'est 3 millions d'habitants, 4 millions d'habitants, mais c'est un pays pourri de pétrole, immensément riche, où tout le monde est pauvre finalement. Et tu nous expliquais ici à l'émission comment il a mis dans sa poche François Hollande aussi en finançant la COP21. Voilà, tu te rappelles de cette affaire-là, en finançant, quand on a dit ça ici à l'antenne, il y a des auditeurs d'ailleurs qui nous ont appelés pour nous demander, mais ils ne croient pas vraiment qu'un petit pays pauvre comme ça puisse financer la COP21. Mais c'est ça évidemment le tenant dans l'affaire du Congo-Brazzaville. C'est un pays pétrolier, tout l'argent du pétrole passe pour l'achat des armes parce que Sassou Nguesso se maintient au pouvoir par les armes. Il tyrannise tout le monde. Les opposants qui ont gagné l'élection sont en prison en ce moment. En l'occurrence, Jean-Marie Michel Mokoko qui est arrivé en tête avec 38 ou 39%. Quand Sassou lui-même, il était à 8%. Il est en prison. Les Paulé Makaya sont en prison. Les Libongongoka sont en prison. Les Jean Gwabi sont en prison. Donc, toutes les personnes qui le résistent, il les met en prison. Et Jean-Marie Michel Mokoko, par exemple, il envoyait des émissaires. Et c'est là où on s'interroge sur la communauté internationale. Les émissaires qui ont été envoyés vers Jean-Marie Mokoko pour qu'il reconnaisse la victoire factice de Denis Sassou Nguesso, il faut avoir le courage de le faire. Ces émissaires, c'est aussi les hommes d'affaires français. C'est l'ambassadeur de France au Congo qui va voir Jean-Marie Michel Mokoko, le vainqueur, pour lui demander de reconnaître la victoire du perdant. Alors ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. La communauté internationale aussi, c'est l'ONU. L'ONU est bien au courant de ce qui se passe au Congo-Brazzaville.
Le professeur Batili, le Sénégalais, qui travaille avec Ban Ki-moon, qui était envoyé à Brazzaville, n'a pas fait de compte-rendu par rapport à cette visite à Brazzaville. Michaël Jean de la francophonie, on a bien entendu à Dakar, François Hollande dire clairement que la francophonie soutiendra les peuples qui aspirent à la démocratie. Et là encore, Michaël Jean s'est tu. Elle n'a rien fait par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Alors donc cette communauté, on est en droit de s'interroger. Et alors arrive vraiment Trump qui n'a pas encore pris, n'est-ce pas, position à la Maison Blanche, qui n'a pas encore pris la possession des clés de la Maison Blanche, commence déjà à recevoir. Et parmi les personnes qu'on reçoit, c'est un sacré dictateur d'un petit pays d'Afrique noire qui affame sa population et où il y a pratiquement rien. Et c'est lui qu'on reçoit parmi les premiers. On s'interroge. Et je vais terminer par là aussi pour dire que, mais Donald Trump, mais il nous a promis quelque chose, non? Il nous a promis qu'il va bousculer les relations internationales. Il va changer beaucoup d'accords au niveau international. Ce qui veut dire qu'il veut insuffler un peu du vrai, parce que cette communauté internationale, de ce que je viens de dire, il y a beaucoup de choses à critiquer là-dessus. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de choses à demander à la communauté internationale sur le cas du Congo. Mais alors, comment Donald Trump peut-il vouloir bousculer la relation internationale qui ne satisfait pas tout le monde avec la mondialisation et est censé accueillir comme ça, avec un tapis rouge, un dictateur qui est là depuis 40 ans, alors qu'il veut faire du neuf, donc avec du vieux, et quel vieux avec une personne qui a du sang dans les mains. Alors ça, c'est étonnant, ça. C'est très particulier. Et c'est vraiment particulier. On n'avait pas le choix de l'aborder ce matin, Georges, parce que c'est dans l'actualité. Mais quittons justement cette actualité plus sombre et retournons à nos oignons, revenons à la thématique qui nous a occupés pendant les dernières chroniques. Georges, on fait un portrait des différentes diasporas africaines et ce matin, on s'intéresse aux migrations en Amérique. Tu nous apprends ce matin qu'il y a en fait 3 types de diaspora en Amérique du Nord. Finalement, 3 grands modèles, on va dire en termes de modèles de diaspora. Bon, j'espère que les auditeurs qui nous suivent jusque-là ont compris la complexité un peu des migrations africaines depuis des millénaires d'ailleurs. Hein. Oui. Quand je dis 3 modèles, on pourrait même peut-être en dire 4, oui. Parce que les premières migrations qui se sont opérées des millénaires derrière nous, et quand les continents certainement étaient encore accolés les uns aux autres, avant que ça se détache avec le mouvement des plaques tectoniques, ces migrations africaines sont africaines aussi. Bon, mettons ça de côté parce que nous n'avons pas un espace de connaissance très élargi par rapport à ces migrations, à la seule différence que nous voyons très bien des gens qui sont en Asie avec la peau basanée, qui sont même noirs, aussi noirs que je le suis là. Ouais, on en parlait. On en a parlé dernièrement. Bon, venons maintenant à l'Amérique, ouais. à les diasporas africaines en Amérique. La toute première diaspora, naturellement, très accolée à l'histoire un peu moderne, on peut le dire comme ça, du monde, c'est cette histoire qui vient avec la traite des esclaves. Le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire où, évidemment, les Européens venaient d'Europe avec des cargaisons pleines de pacotilles, pleines de miroirs, pleines des armes, pleines d'alcool très, très fort. Et ce sont ces éléments qu'on offrait aux roitelets africains. Tu sais que quand on a ingurgité de l'alcool à très très forte degré, commence à détruire l'esprit là, hein. Donc voilà. Et puis de l'Afrique on prenait quoi? On chargeait les mêmes bateaux avec des esclaves. C'est pas l'occasion de décrire les conditions de la traversée, c'est simplement comprendre ce triangle dont tu viens de parler. Donc d'Afrique on prenait ces esclaves qu'on amenait aux Amériques pour construire l'Amérique, pour travailler l'économie en Amérique, pour construire la Maison Blanche. Voyons, disons-le, pour construire la Maison Blanche, où on va voir un noir sortir de la Maison Blanche et un raciste rentrer dans la Maison Blanche. Voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut dire pour mettre en contexte un peu ce qui se passe. Donc, alors, et qu'est-ce qu'on prenait en Amérique pour amener en Europe? On prenait de l'indigo, des produits tropicaux, le sucre, le cacao, toutes ces choses qui sont utiles à l'Europe. Et Dominique, on levait un peu le petit café, là, le café français qu'on prend. Tu as été en France beaucoup de fois. Tu sais, le petit café, le fond de café qu'on prend sur les balcons de bistrot, là. Ouais. Enlevez-moi ce petit café pour les Français. Les Français vont tomber de nu, là. Hein? Ils vont pas continuer à vivre, ce n'est pas possible.
Hein? Alors ça, c'était le commerce triangulaire. On connaît ça. C'est la première véritable vague migratoire de l'Afrique vers l'Amérique du Nord. Voilà. La seconde, eh ben, ce sont les mouvements migratoires post-esclavagisme. Oui. Qu'est-ce qui a attiré pendant cette vague-là des Africains en Amérique du Nord? Bon, d'accord, ok. On est passé rapidement sur cette première vague-là. Il faut dire que la particularité de cette vague-là, la première vague, c'est d'être venu aux Amériques de façon involontaire. Et toute l'Amérique, quand on dit que l'Amérique, c'est un pays où les gens sont venus de partout, on a suivi le rêve américain. Beaucoup ont suivi le fameux rêve américain. Tout le monde est allé en Afrique, sauf les Africains. La première vague, c'était contre la volonté des Africains. Contre la volonté des Africains qui sont amenés ici en esclavage, qui sont soumis à une législation purement racialiste avec le code noir ou les codes noirs. La deuxième vague, ce sont les Africains qui sont venus de manière volontaire dans l'espoir de vivre ce le fameux rêve américain. Ouais. Et voilà, la deuxième vague, c'est celle-là. Après, donc, la vague de l'esclavagisme. Et puis aussi, après, dans la vague des décolonisations, les Africains aussi se sont dirigés vers l'Amérique. Les Amériques, il faut dire les Amériques parce que là aussi, il faut voir que il y a l'Amérique du Nord qui comprend le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et toutes les personnes la majorité des personnes qui sont en Amérique du Nord, ce sont des personnes qui sont parties de l'Afrique de l'Ouest et notamment du Sénégal et des pays environnants. C'est ça. Maintenant, ceux qui sont en Afrique centrale et en Afrique australe, là, c'est des gens qui sont dirigés beaucoup plus en Amérique latine. Voilà, des pays d'Amérique latine. Et quand on voit la configuration géographique, c'est tout à fait compréhensible que les gens comprennent dans le sud de l'Afrique, traversent juste l'Atlantique pour aller en Amérique du Sud, et ceux qu'on prenne en Afrique de l'Ouest aillent en Amérique du Nord. Donc fondamentalement, il y a ça qu'il faut aussi savoir. Il y a certainement encore à ce jour des Africains qui quittent le continent africain pour des raisons politiques, parce qu'ils veulent quitter un pays en guerre ou une situation politique instable. Absolument. Bon, on parlait du Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui quittent pour cette raison aussi. Oui. Mais là aussi, c'est très bien que tu annonces cette dimension de la chose. Des gens, bien sûr, écoute, l'immigration aujourd'hui, on peut dire, l'immigration a toujours été un élément important dans la constitution des nations, de toutes les façons des sociétés. Les gens se sont toujours déplacés. Mais aujourd'hui, avec la délocalisation des moyens de transport, beaucoup d'Africains viennent en Amérique du Nord. Et beaucoup d'Africains viennent en Amérique du Nord en poursuivant le rêve américain toujours aussi. Mais aussi, beaucoup d'Africains viennent en Amérique du Nord pour des raisons politiques. On voit très bien que les personnes qui sont reçues, qui sont des réfugiés, sont de plus en plus nombreux. Et là aussi, moi, je suis sociologue, et parfois aussi, quand on voit des faits comme ça, on s'interroge quand même sur beaucoup de choses. C'est bien beau d'accueillir des réfugiés, c'est humanitaire. Mais quelque part, quand on voit un peu l'évolution du monde, on se demande, mais bon Dieu, mais pourquoi est-ce que les grandes nations qui ont les moyens pour arrêter ces dictateurs ne peuvent pas juste arrêter ces dictateurs-là pour que les gens aient le plaisir de vivre chez eux? Les gens qui viennent ici, ce n'est pas parce qu'ils veulent forcément aller en Occident, mais c'est parce qu'ils peuvent pas vivre chez eux. Des gens comme les Denis Sassou Nguesso ne peuvent pas les empêcher de vivre chez eux normalement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui sont en Amérique. Ici au Canada, il y en a plein. Mais ça, c'est des Congolais. Mais il y a d'autres Africains aussi. Donc il y a cela. C'est comme si finalement il y a un accord tacite entre l'Occident et ces dictateurs-là, qui écoutez, bon, ces gens-là, on les envoie, ils m'emmerdent ici, je vous les envoie là-bas, donnez-leur le minimum qu'ils veulent là-bas, et puis qu'on me laisse tranquille, continuer à faire mon travail de dictateur, et continuer à vous servir en Occident, parce que les rapports économiques entre l'Occident et les pays d'Afrique sont bien établis. Il y a un aveuglement volontaire de la part des pays occidentaux. Il y a un aveuglement volontaire et une cécité volontaire aussi. C'est la même chose. Cécité volontaire, aveuglement volontaire. On veut pas voir ce qui est. Donc, la réalité, c'est celle-là. Il faut pas que les Occidentaux, il faut pas que les Canadiens, il faut pas que les Américains s'exaspèrent de voir de plus en plus des Africains venir ici. Mais ils viennent ici parce qu'il y a des dictateurs qui les chassent de chez eux. On est bien chez soi.
Ça, c'est clair et net. Nous autres, on venait ici. Moi, je suis venu en Europe en 88. Mais l'idée, c'était de rentrer, servir mon pays. Mais j'ai fait toute l'école, moi. Je suis allé jusqu'à la fin de l'école. Mais je peux pas rentrer comme ça, là, parce que quand je vois ce qui se passe, je peux pas laisser passer. Ce n'est pas possible. T'aimerais bien retourner ben, absolument. au Congo? J'aimerais bien retourner au Congo. Mais ce n'est pas possible. Si je rentre au Congo, t'as une famille. Mais attends, ma mère a 25 ans. Tu sais ce que dit ma mère? Ben, écoute, mon fils, si tu entends que je suis décédé, ne viens pas. Alors, comment une mère peut dire comme ça à son fils? C'est triste. Parce que même une vieille de 85 ans sent que dans le pays, il y a cette pression-là. Les gens sont tyrannisés. Il y a des armées partout. Et non seulement c'est pas l'armée congolaise. C'est-à-dire que la particularité avec ce dictateur-là, c'est qu'il est passé maître dans l'art d'aller chercher des miliciens partout dans d'autres pays et les ramasser pour venir massacrer les Congolais. C'est cela qui est la vérité. C'est assez incroyable. Ben c'est assez incroyable, mais c'est la vérité. Et cette vérité-là, nous serons là pour la dire tant que nous ne sommes pas sous terre. Nous la dirons et nous la dirons à Trump, là. À Trump, nous sommes en train de travailler là-dessus. Peut-être qu'il nous écoute ce matin, Donald Ben, Trump. s'il nous écoute, c'est une bonne chose. Et j'encourage nos amis de la Convention de la diaspora des Congolais de l'étranger. J'encourage nos amis du CRADIC, qui est aussi une association très forte des Congolais qui s'est installée aux États-Unis, qui va dans le même sens, qui veut prendre les valeurs démocratique de l'Amérique du Nord et les transposer au Congo-Brazzaville parce que la démocratie, c'est une valeur universelle. Il n'y a pas des pays qui sont bien faits pour la démocratie et d'autres qui ne le sont pas. La démocratie, c'est le simple principe des libertés. La liberté d'entreprendre et la liberté d'expression. Et ça, nous serons debout pour le dire. Il faut que nos dirigeants occidentaux passent de la parole aux actes parce qu'ils font la promotion des valeurs démocratiques, mais ils laissent des dictateurs comme ça diriger des pays africains. Malheureusement. C'est important de dénoncer ces choses-là. Maintenant, il faut terminer notre chronique sur ça passe trop vite, là. Non, mais il faut aborder le troisième type, le troisième type, voilà. de diaspora. En fait, ce sont ces Afro-Américains qui ont eu des enfants en sol américain et les enfants sont plutôt sont américains avant d'être africains, là. Ben voilà, il y a ce troisième modèle. Il y a ce troisième modèle qui sont nos enfants. En fait, voilà. Nous qui sommes venus volontairement, avons suivi nos dévanciers qui sont venus involontairement, eh ben nos enfants sont nés ici. Et nos enfants sont nés ici, donc en fait, ce qui fait la valeur d'un individu, ce n'est pas les caractéristiques de son physique, de son corps, c'est pas sa morphologie qui fait sa personne. Ce qui fait sa personne, c'est certainement la culture dans laquelle la personne est née, dans laquelle la personne se meut. Bah alors, ces jeunes qui sont nés ici, eh ben, évidemment, généralement, quand ils sont jeunes, ils sont à l'école primaire, ils évoluent. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont noirs, ceux qui sont blancs, ceux qui sont jaunes, ceux qui sont rouges. Ils sont tous dans la même mouvance, en dehors des petits enfants parfois qui partent de ce que les Américains appellent the kitchen table. The kitchen table, c'est cette éducation que certains reçoivent chez eux et qui parlent au cours de la table, en prenant le souper par exemple, et qui parlent des autres cultures sous une pointe de stéréotypes, comme malheureusement nous le dénonçons tout le temps. Et d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire il y a des familles noires aussi qui peuvent être autour de la table et parler du mal des jaunes, des blancs ou que sais-je encore, et vice-versa. Ça, c'est the kitchen table. Et ces enfants-là qui entendent ça, par exemple, peuvent revenir à l'école tout innocemment, mais révéler, n'est-ce pas, ces aspects beaucoup plus racialistes envers les autres. Mais généralement, quand ces jeunes qui grandissent, qui terminent leurs études, eh ben, quand ils ont terminé leurs études, c'est là qu'ils commencent à ressentir quand même que, là, on commence à les voir un peu différemment. On voit pas que c'est une personne qui est née ici, qui a la peau noire, qui est née ici, qui a fait ses études ici, qui a toute la culture québécoise, qui est très enchanté de manger la poutine, qui est très enchanté d'aller à la cabane à sucre et machin. Mais on voit maintenant la couleur de sa peau. Et on le traite sur la base de la couleur de la peau. C'est pourquoi ces jeunes, généralement, finalement se demandaient, mais qui suis-je finalement? Moi, je pensais que j'étais un bon Québécois. Voilà, ma carte est là. Je suis né à tel hôpital. Mais comment se fait-il que maintenant on me demande d'où est-ce que je viens? On me dit que je suis africain parce que je suis noir. Mais je n'ai jamais été en Afrique. Voilà. Donc voilà un peu des problèmes que rencontre cette troisième génération d'Africains, ce troisième modèle des jeunes Africains qui sont nés sur le sol occidental et qui malheureusement, parfois on les renvoie, n'est-ce pas, à ces genres de considérations.
Ça, c'est des problèmes qui, sociologiquement, évidemment, sont des problèmes à tirer l'attention de tout le monde. Que ce qui fait la valeur d'une personne, c'est elle-même par rapport à la socialisation qu'elle a reçue, par rapport à la culture qu'elle a reçue. Et si la personne est née au Québec, elle a la culture québécoise en tant que telle. Et ce n'est pas les caractères morphologiques qui font la personne. Et malheureusement, dans les entreprises, on choisit de ne pas embaucher quelqu'un qui est pourtant très compétent. Et quand les personnes sont compétentes, qui travaillent dans les entreprises, ils apportent une valeur ajoutée à l'entreprise. Oui. Et donc, quand on se passe des personnes qui sont intelligentes, qui ont démontré leur intelligence, qui ont eu des qualifications nécessaires, tout simplement parce que la couleur de leur peau ne plaît pas à qui que ce soit, eh bien, on voit le manque à gagner par rapport à l'entreprise. Voilà. Souhaitons que ce racisme dans les entreprises ou dans la vie de tous les jours, ça diminue. C'est quand même que... Là, pour que ça diminue, ma foi, j'ai bien peur que si ça continue comme ça va pas diminuer parce que le racisme, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça existe encore dans la société québécoise, le racisme? Attendez, le racisme, ça existe toujours partout. Ça existe partout. On peut pas dire que c'est terminé. Il y a même un rapport du gouvernement québécois ou fédéral qui est sorti, un grand rapport qui dénonce ces pratiques surtout à l'égard des Autochtones. Là. À l'égard des Autochtones, en fait, à l'égard de tout ce qui se sortent, n'est-ce pas, de la norme. Ceux qui sortent de la norme, c'est des Autochtones, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est ceux qui ont une orientation sexuelle particulière. C'est toutes ces personnes-là qui trimballent des caractéristiques discriminantes. Voilà. Il va falloir réaliser un jour que notre société est de plus en plus multiculturelle et que ces gens issus de d'autres cultures apportent beaucoup à notre société. Absolument. Georges Gomez, pense que oui. Encore une fois, super intéressant. 3 types de diaspora. La première vague issue de l'esclavagisme, l'ère post-esclavagisme où les Africains ont migré aux États-Unis ou dans les Amériques à la poursuite du rêve américain. Et enfin, ce troisième modèle, les enfants de ces Africains. De la deuxième génération qui sont nés ici, qui constituent la troisième génération, si on peut s'exprimer ainsi. Georges Gomez, la prochaine fois qu'on va se reparler, ce sera en 2017. Oui. Je te souhaite une bonne période du temps des fêtes. Profites-en et on se retrouve l'année prochaine. Absolument. Merci beaucoup et on souhaite des